d'histoire, ami d'histoire, ami du surf. J'ai le grand plaisir de vous présenter Jérémy Lemarié, qui est enseignant-chercheur à Paris et qui est un grand spécialiste du surf. Il est sociologue, anthropologue, historien. Il peut lire l'hawaïen du 19e siècle, bien sûr l'anglais et le français. Et il a écrit un magnifique livre qui sera signé par la suite aux éditions Arquet l'année dernière, qui est consacré à l'histoire du surf, que je vous recommande. C'est vrai qu'on a voulu programmer l'ensemble de nos conférences consacrées aux histoires d'eau. On avait deux envies dans l'équipe, c'était effectivement qu'il y ait une partie de la programmation qui soit consacrée au sport d'eau, au sport nautique. Et puis de l'autre, on avait aussi l'envie de travailler sur l'eau comme une matière singulière, puisque l'eau, elle se transforme en gaz, c'est de la glace. Sur la mer, ça peut être effectivement très agréable, ça peut être très désagréable, selon la situation qu'on a. Elle peut être très dure si on saute de très haut. Et c'est vrai que l'un des sports qui incarnait tous ces enjeux, c'était le surf. Alors, en plus, on est dans un pays où on fait pas mal de surf sur la neige, mais peut-être on connaît un peu moins. On pratique moins le surf sur la mer. Et dans ce cadre-là, je remercie beaucoup Jérémy d'avoir accepté notre proposition et de présenter son travail qui est vraiment passionnant. Et je lui laisse la parole. Il y aura une première partie, voilà, Jérémy va un petit peu se présenter, expliquer sa démarche qui est assez singulière et passionnante. On va vous faire une présentation, puis on va garder un moment assez important pour l'échange. Voilà, on est finalement pas beaucoup, donc ce sera aussi peut-être plus intéressant, moins évident d'échanger sur des détails qui nous intéressent, sur l'histoire de ce sport et cette pratique. Enfin, c'est un peu dommage de réduire l'institution de sport, on va en reparler. Cette pratique passionnante, très significative sur nos sociétés actuelles, mais aussi sur les sociétés d'Hawaï. Donc je te laisse la parole. Merci mille fois d'être venu au festival et bonne conférence. Merci Sébastien. Alors vous êtes peu nombreux, du coup ça va nous donner l'occasion d'avoir une conférence un peu intime. Donc si vous avez des questions à poser, peut-être n'entendez pas nécessairement la fin. Vous pouvez m'interrompre dans mon discours. Alors je me présente rapidement et après je vous ferai une présentation plus générale de mon ouvrage. Donc, je suis Jérémy Lemarié, enseignant-chercheur précisément à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Et cela fait à peu près 8 ans depuis ma première année de master que je travaille sur le surf comme étant un sujet d'étude qu'on peut voir d'un point de vue sociologique, historique, anthropologique. Et ce sujet d'étude m'a amené, vous allez le voir, à voyager beaucoup, notamment en Californie et à Hawaï, et vous allez comprendre pourquoi dans ces deux États américains. Alors je vais commencer dès à présent. Je devrais avoir environ une demi-heure de présentation, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Alors, vous voyez, je commence avec la carte du monde pour avoir l'idée la plus générale possible, avec ce titre qui, en fait, reprend le titre de ma thèse, tout simplement, thèse de doctorat en sociologie soutenue à l'université de Paris-Nanterre, et donc qui s'appelait « Genèse d'un système global surf, regard comparé d'Hawaï à la Californie, tradition, ville, tourisme et subculture ». Alors l'idée, c'était vraiment de voir, et ça va être un peu l'enjeu de cette présentation, comment une pratique qui était indigène, il faut savoir que le surf, sous son terme indigène, s'appelait He'enalu, était cantonné à un archipel polynésien il y a environ 200 ans, et qu'aujourd'hui, ce sport, cette pratique indigène, en fait, est connue par tous, et à tel point qu'il a intégré les Jeux Olympiques, puisque le surf est désormais un sport additionnel pour les JO de Tokyo 2020. Et le comité d'organisation des Jeux Olympiques français pour Paris 2024 a également retenu le surf pour la candidature additionnelle. Alors commençons avec d'abord une introduction, mais évidemment. Alors le surf à Hawaï se dit He'enalu, et tout l'enjeu c'était de savoir comment ce He'enalu, je vous l'ai dit, s'est transformé en surf. Alors aujourd'hui, une pratique estimée à 20 millions de personnes dans plus de 150 pays, y compris des endroits auxquels vous peut-être ne pensez pas, comme la bande de Gaza, Israël, ou des États américains où il fait relativement froid, comme l'Alaska. Et donc tout l'enjeu est aussi devenu sport olympique.
Et donc tout l'enjeu de ma thèse a été finalement d'en faire une histoire qui avait pour objectif de s'intéresser à la circulation des savoirs. Vous allez voir que finalement, pour qu'une pratique indigène devienne monde, il a fallu en fait un certain nombre d'échanges de savoirs culturels, notamment entre des Hawaïens indigènes et l'Occident au sens large. Je me suis aussi demandé pourquoi le surf était devenu une activité touristique, car peut-être vous l'avez déjà fait, généralement si vous apprenez à surfer, ça va être lors des vacances d'été, vous vous retrouvez sur la plage, et en quoi cette activité touristique est devenue majeure, et surtout, on s'y attend moins, en quoi aussi le surf est une activité urbaine, bien que cela se passe finalement en mer essentiellement. Vous avez par exemple du surf de rivière, que vous devez peut-être connaître déjà par des images à Munich, ou aussi, il y a certaines villes qui se situent au bord du littoral, qui sont très urbanisées, on va le voir, c'est le cas d'Honolulu, et qui pourtant font partie des plus grands berceaux du surf moderne. Alors, un peu de méthode aussi, puisque au moins j'aimerais vous dire comment je me suis débrouillé pour récupérer ces données. Alors tout d'abord, j'ai lu ce que l'on appelle des journaux de bord, ça va être aussi par exemple comme votre journal intime, aussi ce qu'on appelle des échanges diplomatiques entre les voyageurs, les navigateurs qui se rendaient à Hawaï, généralement au XVIIIe siècle, et ces échanges avec leurs pays principaux, qui étaient soit l'Angleterre d'abord, en tout cas de manière générale le Royaume-Uni, puis les États-Unis et la France. J'ai aussi lu des journaux hawaïens. Alors il m'a fallu apprendre l'hawaïen pour me distinguer finalement des autres travaux. Et donc lorsque vous lisez l'hawaïen, eh bien, vous avez une histoire qui est racontée par ce peuple, et une histoire qui est très peu connue puisque ces archives ont été très peu explorées encore. Alors ça c'est pour le 18e siècle, 19e siècle. À mesure que j'arrive dans le 20e siècle, j'ai pu commencer à interroger des personnes qui par exemple ont commencé à surfer dans les années 40-50 et qui ont connu cet âge d'or du surf, vous allez voir, qui est dans les années 60. Et j'ai pu donc en faire des entretiens. Et j'ai interrogé 50 personnes. Alors, parmi les personnes que peut-être vous reconnaîtriez le plus, il y a Fernando Aguirre, qui est le président de la Fédération internationale de surf. J'ai aussi interrogé Doug Palladini, qui est le président d'une très grande marque de surfwear qui s'appelle Vans. Et peut-être que vous portez d'ailleurs des chaussures Vans en ce moment au pied. Alors, aux côtés de ces entretiens, j'ai aussi réalisé ce qu'on appelle une observation participante, c'est-à-dire que je me suis rendu sur les lieux pour observer mon objet d'étude, et j'ai aussi participé, en d'autres termes, j'ai aussi surfé. Et donc ça, je l'ai fait pendant notamment 3 ans. Une première année en Master 2 à Long Beach, qui est une banlieue au sud de Los Angeles. Une deuxième année pour ma thèse à San Diego. Et une troisième année, toujours dans le cadre de ma thèse, mais à la fin de ma thèse cette fois-ci, qui était donc à Hawaï, puisque j'étais enseignant à l'université d'Hawaï. Alors je vous l'ai dit, ce travail était essentiellement réalisé sous la tutelle de l'université de Nanterre, mais donc je me suis rendu, voici le logo de l'université de Long Beach en Californie, celle de l'université de San Diego, et enfin Hawaï. Alors, commençons par un peu d'histoire et de géographie, puisque peut-être vous ne savez pas toutes et tous situés à Hawaï. Donc, Hawaï se situe dans ce que l'on appelle la pointe nord du triangle polynésien, où au sud-ouest vous avez la Nouvelle-Zélande, et au sud-est, trop petit pour le voir sur la carte, mais l'île de Pâques. Alors, Hawaï a été, on estime, colonisé par des Indonésiens, notamment à partir de Tahiti et des îles Marquises, c'est l'équivalent de notre Polynésie française aujourd'hui, aux alentours de l'an 600 et 1200. Et à partir de l'an 1200, eh bien, cet archipel devient totalement isolé du reste du monde, c'est-à-dire que les Hawaïens, qui s'établissent à une population d'environ 400 000 habitants, vivent en totale autarcie. Alors regardons un petit peu ce grand 19e siècle hawaïen. C'est en 1778 que l'Occident découvre, après ces Hawaïens, donc l'archipel situé en plein milieu du Pacifique Nord, et Cook devait à l'origine se rendre en Antarctique Nord pour découvrir ce qu'on appelle le fameux Grand Passage. Et dans sa troisième expédition, il se rend compte qu'il y a cet archipel hawaïen, et là il va y découvrir donc 400 000 habitants, environ 400 000 âmes, et notamment un peuple qui est assez, j'allais dire, friand des activités physiques et sportives. Alors j'en ai pris quelques-unes ici, avec certains pétroglyphes que j'ai pu reprendre d'Hawaï. Donc à gauche, vous avez une activité qui est ce qu'on appelle le lancer, et aussi la réception du javelot. Une activité que vous connaissez aussi peut-être plus davantage, c'est la danse hula. Bien évidemment, la navigation en canoë. Et enfin, en dernière partie, le pétroglyphe tout à droite, celui donc du surf.
Alors cet archipel d'Hawaï, vous ne le connaissez peut-être pas alors que je vous le présente brièvement, est composé de 8 îles. Celle la plus au sud s'appelle Big Island en anglais, c'est-à-dire qui s'appelle également Hawaï. Vous avez ensuite la petite île de Kaho'olawe, Maui, très connue pour une de ses vagues qui s'appelle Jaws. Ensuite Lanai, Molokai, qui est un refuge pour lépreux. Vous avez Oahu, qui est en fait l'île où se trouve la capitale d'Hawaï, c'est-à-dire Honolulu, et sa cité touristique Waikiki. Et enfin Kauai. Si jamais vous avez vu Jurassic Park, eh ben, ce sont des images de Kauai que vous avez vues, puisque l'ensemble de Jurassic Park a été filmé à Kauai. Et enfin une île privée qui est possédée par une famille irlandaise qui est Niihau. Alors sur cet archipel, bien évidemment, il n'y avait pas unification, c'est-à-dire que les Hawaïens étaient assez divisés et notamment, on pouvait noter 4 royaumes en compétition les uns avec les autres. Il faut savoir que la société hawaïenne, bien que ce sont des indigènes, s'organisait d'une manière plutôt féodale, où vous avez une très grande aristocratie qui va normalement dominer les populations. Alors sur ces 4 royaumes, eh bien, c'est grâce en partie à l'aide des Britanniques et de leur puissance militaire que le premier empereur d'Hawaï, qui s'appelle donc Kamehameha Ier, a unifié l'archipel en 1810 par l'intermédiaire donc de la guerre. Et une des particularités de la société hawaïenne, et on va le voir du surf, c'est que c'est une société qui n'a pas d'écriture. Et donc, n'ayant pas d'écriture, il va falloir légitimer le pouvoir autre que par les lois, d'une manière générale. Donc ça va se faire par tout un système qu'on appelle d'obligations et d'interdictions religieuses, qui est le système kapu, dont la traduction vous connaissez, ça veut dire tabou. Alors ce système kapu fonctionne de plein de manières pour légitimer le pouvoir. Le plus évident, c'est simplement de faire la guerre. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle les alliances en anthropologie, ou simplement en fait les mariages. Se marier avec des grandes familles était un moyen aussi de centraliser le pouvoir. Et d'ailleurs, l'aristocratie avait ce que l'on appelle le monopole de l'inceste. Les relations incestueuses avec vos membres de la famille étaient interdites pour les citoyens, mais étaient au contraire valorisées pour l'aristocratie, qui pouvait en fait concentrer sa lignée. Et enfin, le dernier élément, ce qu'on appelle la généalogie. Par l'intermédiaire de ces mariages, vous tentiez alors d'avoir la lignée la plus pure. Il y avait d'autres choses aussi, et donc ces ali'i, c'est-à-dire cette aristocratie hawaïenne dont vous voyez les couleurs de cette effigie aristocratique, rouge, jaune et noir, devaient aussi, pour se maintenir au pouvoir, être les plus grands pratiquants des activités physiques que j'ai évoquées plus tôt, donc lancer de javelot, réception de javelot, danse hula, navigation canoë et bien évidemment surf. Alors, lorsque vous étudiez cette société hawaïenne, vous vous rendez compte qu'aussi, voilà 3 types de planches, que finalement, chaque Hawaïen n'était pas égal, et que bien évidemment, étant dans une société féodale avec une aristocratie, vous avez ces planches ici, les planches holo, qui faisaient environ 3 mètres jusqu'à 3,50 mètres de hauteur, donc vous voyez, ça peut aller jusqu'au plafond, et qui étaient aussi faits à partir de bois noble. Eh bien, ces planches-là étaient uniquement réservées à l'aristocratie, c'est-à-dire vous avez un privilège royal pour surfer certaines planches et également les lieux qui sont associés, certaines vagues comme à Waikiki par exemple, étaient uniquement réservées à la royauté. Ensuite, vous avez deux autres types de planches qui sont les alayas et les paipo. Donc les alayas correspondraient sans doute à la planche que vous avez le plus vue dans les films ou les médias. C'est une shortboard, une planche courte qui va faire 1,80 m, 2 mètres de haut. Et les paipo correspondent peut-être à une planche que vous avez déjà surfée. C'est comme un boogie board, quelque chose qui vous arrive à peu près jusqu'à la taille. Donc voici, alors il y avait plus de planches, mais voici les 3 principales planches essentielles. Alors deuxième élément à vous présenter, ça va être la soi-disant disparition de cette pratique. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui ont étudié le surf se sont rendues compte que la pratique de ce He'enalu, ce surf hawaïen, aurait quasiment disparu. Alors on va tenter de chercher pourquoi. Les premiers facteurs, on va vous expliquer que c'est l'arrivée des missionnaires calvinistes qui vous viennent de la Nouvelle-Angleterre et qui, au lieu de favoriser des activités comme le surf, vont plutôt tenter d'évangéliser les populations, et cela va se faire notamment par l'inscription des Hawaïens dans les écoles, mais aussi l'encouragement de la prière, notamment le jour du sabbat. Et enfin, on va également encourager les Hawaïens à adopter une économie agricole plus soutenue, puisqu'ils avaient pour accoutumance simplement de s'affairer 2-3 jours par semaine. Or, les missionnaires les encouragent à travailler selon un mode de vie occidental où vous travaillez entre 5 à 6 jours par semaine, avec donc le sabbat comme étant jour de repos.
Un autre élément qui pouvait également expliquer ce déclin du surf, c'est ce qu'on appelle l'introduction du commerce transpacifique. Vous l'avez vu, Hawaï est finalement situé en plein centre de l'hémisphère nord de cet grand océan Pacifique, et donc va être considéré alors comme le carrefour de l'océan Pacifique, notamment pour trois grands échanges. L'échange du commerce des baleines, plutôt, et donc notamment l'huile de baleine qui était très prisée simplement pour s'éclairer. Vous avez aussi les fourrures des loutres de mer qui vous viennent du nord de l'océan Arctique et qui sont ensuite revendues à Canton, en Chine, notamment pour ce marché asiatique. Et également, dernier élément du commerce important qui est le commerce du bois de santal. Ce bois de santal qui est très prisé toujours en Chine et toujours revendu à prix d'or sur le marché de Canton, notamment pour la fabrication d'encens, mais aussi pour l'architecture et certaines propriétés médicinales. Autre élément qui va également détourner, on estimait les Hawaïens de leurs coutumes comme étant le surf aussi, va être l'introduction simplement de concepts occidentaux comme, on a vu la lecture et l'écriture, mais aussi l'introduction de la propriété privée. En 1848, ce système féodal va davantage se calquer sur un système type monarchique à la manière des Britanniques. Et voilà ce drapeau hawaïen qui est encore aujourd'hui le même aujourd'hui, même si aujourd'hui territoire américain. Ce drapeau hawaïen, vous aurez reconnu l'Union Jack en haut à gauche, qui est donc le drapeau britannique. Et c'est sous ce modèle britannique-là que cette population va alors s'affairer dans la politique, et notamment, je vous ai mis ici ce petit logo, qui correspond à la publication de ces journaux hawaïens. Il faut savoir qu'en l'espace de 20 ans, ce peuple analphabète est devenu une des populations les plus lettrées au monde, et ce devant les grandes puissances internationales de l'époque. Les Hawaïens se sont pris littéralement d'affection pour la lecture et l'écriture, notamment parce qu'ils pouvaient sauvegarder leur folklore. Et c'est dans ces journaux-là, rédigés en hawaïen, que, par exemple, on retrouve ces textes qui vous expliquent les vertus, par exemple, curatives du surf, mais aussi la dimension religieuse, politique de cette coutume au sein de leur culture. Enfin, dernier élément, le plus évident, c'est simplement la chute dramatique de la population hawaïenne qui va expliquer la raison pour laquelle cette coutume a quasiment disparu, le surf. En l'espace de, on va dire, 110 ans, la population est passée d'environ 400 000 habitants à 39 000 individus, soit plus de 90% de la population a disparu. Alors ça se fait notamment par l'importation de maladies étrangères, puisque le système immunitaire des insulaires n'était pas habitué à rencontrer des maladies qui, pourtant, nous, aujourd'hui, nous sommes bénignes. Ça va être, par exemple, le cas du choléra, ou simplement le cas aussi de la peste et de certaines grippes. Alors, finalement, voici une carte que je vous dresse ici. Bien qu'il y a autant d'éléments pour prouver la disparition du surf, à mesure que je travaillais dessus, en consultant mes journaux de bord et aussi mes journaux hawaïens, eh bien, j'ai pu dresser cette carte qui, en fait, dresse l'inventaire des témoignages, à la fois d'occidentaux et d'hawaïens, qui montrent que le surf était bien présent. À tel jour, tel endroit, un tel a surfé. Et lorsqu'on commence à faire cela, pour l'instant, vous voyez, j'en ai mis à peu près une cinquantaine. Au total, j'en suis pour l'instant à 80 témoignages, sachant que ces témoignages ne sont en fait qu'une goutte d'eau dans réellement la pratique du surf qui était encore quotidienne. Et donc j'en suis venu à me dire, tiens, finalement, cette coutume qui était en fait, on le pensait quasiment éteinte, a été toujours bien vivante et existait bien. Et donc ça a été tout l'enjeu de mon travail, c'est de montrer comment et pourquoi ça a toujours existé. Alors, au passage, je vous montre quelques auteurs que vous connaissez. Tout en bas, vous avez Mark Twain, donc Samuel Clemens, de son vrai nom, qui s'était essayé à surfer sur Big Island, à Honaunau Bay. Vous avez aussi d'autres auteurs un peu plus connus, comme Lord Byron, qui également s'est rendu à Hilo. Et lui, il s'est pas essayé à surfer, mais en tout cas à témoigner. Alors, il y en a d'autres dans cette liste. Vous avez par exemple Stoddard, que je ne retrouve pas idéalement, ou certains Français comme Jacques Arago, par exemple, qui est également assez connu. Donc voilà pour cette carte. Alors tout l'enjeu donc est de savoir finalement quel était ce tournant qui va vous expliquer que le surf a toujours été pratiqué. Alors premier élément à retenir, c'est un courant de pensée à la fois politique mais aussi médical, qui est ce courant dit hygiéniste.
Et donc ce sont des médecins, des chirurgiens, des hommes politiques et des diplomates qui se rendent à Hawaï, soit pour le commerce, soit pour des affaires politiques, et notamment signer des traités bilatéraux entre les grandes puissances internationales et l'archipel hawaïen, pour des reconnaissances mutuelles, et également mettre en place notamment des tarifs douaniers pour importation et exportation de certaines matières premières, on va voir. Et donc ces hygiénistes, à bord des navires, vont être les premiers à mettre en avant les vertus curatives du surf et vont vous expliquer ainsi que les Hawaïens continuent à pratiquer, que c'est une bonne chose, contrairement à ce que pensent les missionnaires, car cela va vous permettre de garder la santé. Deuxième élément, deuxième mouvement, ici c'est un mouvement littéraire qui va largement louer les pratiques hawaïennes, c'est ce courant littéraire romantique. Et donc certains romantistes, comme donc, je vous l'ai cité, Lord Byron, vous avez aussi Stoddard, j'en ai quelques autres. Mark Twain n'était pas un romantique, mais utilise une prose romantique pour décrire le surf. Vous avez aussi Herman Melville. Et tous vont commencer à vous décrire des Hawaïens comme étant, on va dire, un peuple d'amphibies, c'est le terme utilisé, où vous aurez des femmes qui ressembleraient à des sirènes, en anglais on dit mermaid, et des hommes ressembleraient à des tritons, en anglais ce sont des mermen, pardon. Et donc ces sirènes et ces tritons sont en fait à l'image d'un peuple hawaïen qui fascine énormément la littérature romantique, puisque ce sont des personnes qui passent leur temps dans l'eau et qui, contrairement aux meilleurs des matelots qui sont sur ces navires, eh bien, ne décèdent jamais de noyade. Et donc vous avez tout un fantasme, et on va notamment utiliser la littérature gréco-romaine, on va faire appel à tout un champ lexical de cette littérature gréco-romaine pour présenter le surf comme étant une activité incontournable et pratiquée par ce peuple de naïades. Troisième élément aussi qui va concourir à expliquer que ce surf, ce He'enalu, a toujours existé, eh bien, c'est la montée d'une identité nationale hawaïenne. Vous le savez sans doute, au XIXe siècle, eh bien, la plupart de ce que l'on appelle des empires européens vont se transformer en un État-nation, et chaque État-nation va tenter de trouver son identité nationale avec son folklore, sa culture. Et là, eh bien, c'est ce folklore-là, le surf tout comme d'autres, la danse hula, qui va être mise en avant sur la scène internationale comme faisant partie d'une identité hawaïenne traditionnelle. Alors ici, je vous ai mis la petite image de David Kalakaua, qui était le dernier roi d'Hawaï, régnant des années 1873 à, de mémoire, 1800, quelque chose comme 89, à vérifier. Et donc David Kalakaua, ce dernier roi d'Hawaï, va parcourir le monde et notamment se rendre par exemple en Suisse, mais également en Italie, en Angleterre, en France, et favoriser la pratique de cette discipline en invitant énormément de diplomates à se rendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait à chaque fois lorsqu'il retourne à Hawaï, il organise de très grandes démonstrations. Enfin, dernier élément, alors aussi, cela me fait penser, vous aurez peut-être reconnu à côté du surf et de la danse hula le ukulélé, qui n'est pas un instrument hawaïen, mais à l'origine un instrument de musique portugais. Et suite à l'arrivée notamment d'une diaspora portugaise à Hawaï, va se transformer comme étant un instrument hawaïen. Ici, vous êtes typiquement dans le cas de logique d'une invention de la tradition. Alors ce folklore-là va avoir un tournant assez particulier puisque cet archipel hawaïen, on l'a vu, arrivé à la fin du 19e siècle, est déjà majoritairement composé non plus d'Hawaïens, puisque 90% d'entre eux sont décédés, mais d'étrangers. Et ces étrangers, pour la plupart, ce sont ces Européens et ces Américains qui, au fur et à mesure, intègrent les affaires hawaïennes, à tel point que la couronne va être renversée en 1898 par les États-Unis. Hawaï devient ici pas encore le 50e État américain, ça se fera un peu plus tard, mais une possession américaine, un territoire américain. Et finalement, ces Américains et Européens qui vivent à Hawaï, la plupart d'entre eux sont nés aussi à Hawaï. Et donc vous avez tout un mouvement d'individus qui n'ont pas, c'est l'expression utilisée à l'époque, la peau rouge, mais qui pourtant sont nés sur cet archipel, ont une culture hawaïenne et se veulent aussi les fervents défenseurs d'une identité hawaïenne. Et vous avez ici toute la question de qui va être le plus authentique. Et là aussi, danse hula, ukulélé, surf sont repris par ces occidentaux, si on peut les appeler comme ça. Et il y a tout un combat pour savoir qui
est finalement le meilleur détenteur de cette culture hawaïenne que l'on tente de valoriser à l'international. Alors ces Occidentaux, chose à noter, sont aussi aux mains de l'économie hawaïenne qui n'est plus, à la fin du XXe siècle, basée sur ce commerce transpacifique, mais sur 3 cultures, notamment la culture de la canne à sucre, qui est la plus importante, celle de l'ananas, et vous connaissez peut-être la marque Dole qui existe encore à Hawaï, et notamment la culture de café dans une moindre mesure. Or, cette élite européenne se rend compte d'une chose, c'est qu'ils sont trop dépendants de l'exportation de leurs matières premières, et notamment sur le marché américain. Les États-Unis sont très friands de ce sucre que l'on envoie sur le grand continent par San Francisco sous forme de mélasse, qui est un dérivé du sucre travaillé, qui est plus facile à travailler. Cependant, il y a une très grande dépendance à l'exportation, ce qui, sous couvert de droits de douane favorables, va obliger par exemple Hawaï à céder une possession que vous connaissez en 1874, qui est Pearl Harbor. Et donc déjà en 1874, les États-Unis demandent Pearl Harbor en échange d'une diminution de ces taxes douanières pour l'exportation. Par conséquent, vu cette grande dépendance, ça va être tout l'enjeu de cette élite américaine et européenne qui va être de se détacher de ce grand continent américain et d'avoir une économie propre qui vient de l'archipel en soi. Et cette économie, c'est la culture hawaïenne qui va arriver, notamment par le secteur du tourisme. C'est avec la naissance du tourisme balnéaire où vous allez avoir notamment la promotion aussi de très grandes idées comme celle de la paix, puisque ce tourisme arrive seulement 2 ans après l'annexion d'Hawaï. Et donc on va prouver au reste du monde qu'après une annexion, on est capable de développer un secteur touristique qui va avoir son identité propre. Alors c'est ce qu'on va voir ici. Dans ce secteur touristique, vous avez bien évidemment des activités qui vont être plus mises en avant que d'autres, et le surf, en tant que canon de la culture hawaïenne, va bien évidemment en faire partie. Alors ici, vous avez la création de 2 associations sportives, les 2 créées en 1908, l'Outrigger Canoe Club, qui existe encore aujourd'hui, qui est en fait l'organisation de plus de 150 personnes influentes à Honolulu, hommes politiques, hommes d'affaires, membres par exemple de cet oligopole agricole, qui vont pratiquer le surf sous la mode hawaïenne à Waikiki et le promouvoir auprès des résidents. Donc Waikiki précisément, si j'arrive à viser, c'est pile à cet endroit-là. Alors l'autre club qui lui va être essentiellement composé d'Hawaïens, puisque c'est un club essentiellement prestigieux et majoritairement composé aussi d'occidentaux, ça va être ce qu'on appelle le Huinalu Club, c'est-à-dire tout simplement le club des vagues, ou le club de surf, aussi non plus fondé en 1908. Et vous allez alors toujours avoir une sorte de rivalité, mais aussi une concordance d'intérêts, finalement dans 2 ethnies, si on peut dire cela, ou 2 civilisations, une hawaïenne et une occidentale, qui vont montrer au reste du monde, et notamment à ces voyageurs américains qui arrivent en plus grand nombre sur l'archipel, que Hawaï peut réussir à développer une économie du tourisme. Alors parmi les touristes les plus importants, vous avez Jack London par exemple, qui va se rendre à Hawaï à plusieurs reprises. Ici, il se trouve donc à Waikiki, avec ce célèbre volcan au fond qui s'appelle Diamond Head, un volcan éteint depuis un certain nombre d'années. Et aussi, Jack London donc, est pris en photo avec son épouse Sherman. Et d'autres vont se rendre là-bas. Vous reconnaîtrez peut-être Agatha Christie, qui se rend à Hawaï en 1925. Alors, il va y avoir aussi une très forte promotion. Donc, Jack London va rédiger dans son ouvrage Le Snark tout un chapitre dédié au surf à Hawaï, qui est un des meilleurs textes, je vous le recommande, sur cette image touristique hawaïenne. Aussi, vous avez l'arrivée de Pathé Frères et de l'autre Edison, donc 2 entreprises très récentes à cette époque dans l'audiovisuel qui vont enregistrer les premières bobines du surf à Hawaï. Vous avez aussi la promotion de la part de ce qu'on appelle l'équivalent aujourd'hui l'Office du tourisme hawaïen, alors naissant de cette pratique dans des brochures et des magazines. Donc vous voyez ici par exemple le magazine Mid-Pacific qui a été publié pendant plus de 60 ans. Et je vous avance à peu près jusqu'aux années 1950. Pendant quasiment 50 ans, vous allez voir la pratique du surf se développer à tel point que vous allez voir des choses qui n'étaient pas auparavant réalisables. Lorsque vous regardez des photos de surf au début du XXe siècle, c'est assez rudimentaire. Si les touristes sont pris en surf en tandem, ceux-ci ou ceux-ci sont généralement assis sur les planches ou on les tient autour des hanches. Et vous arrivez à
avant la Seconde Guerre mondiale, vous arrivez à un développement du surf où vous voyez ce qu'on appelle ces beach boys, c'est-à-dire ces garçons de plage. Certains sont occidentaux, certains sont mulâtres, d'autres sont purement hawaïens, qui vont enseigner la pratique du surf aux touristes, notamment les prenant en tandem. Alors vous voyez la manière la plus rudimentaire pour une touriste qui ne serait par exemple pas très à l'aise dans la natation, ni de se tenir debout sur une planche. Et après vous avez la forme la plus élaborée ici, qui à mon sens cette personne, je ne pense pas à une touriste, mais une kama aina, c'est-à-dire une locale, qui est très bien habituée à l'exercice. Alors, je vais sortir un peu d'Hawaï pour vous montrer cette diffusion internationale, et c'est là-dessus que je vais terminer ma présentation. Vous pouvez faire une histoire du surf qui passe aussi par l'Australie, puisque l'Australie a été très influent, notamment au début du XXe siècle, dans la diffusion de la pratique. Mais j'ai dû faire un choix, puisque je ne pouvais pas tous étudier, et j'ai retenu le cas californien, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la Californie se note notamment par le développement aussi du tourisme balnéaire et de certaines villes que vous connaissez aujourd'hui, qui sont toujours existantes, notamment des villes dans la banlieue de Los Angeles, qui sont Venice Beach, Redondo Beach et Huntington Beach. Et ces villes sont alors des laboratoires, parce que Venice Beach, l'objectif est alors de reproduire ces fameux canaux de Venise en Italie, mais aux États-Unis. Et donc il va falloir accoutumer ici les Californiens au littoral, puisque l'Occident, d'une manière générale, et davantage la Californie, était très réticente à l'idée de se baigner en mer. L'idée que l'on peut se baigner en mer en plein milieu des vagues était tout à fait effrayante. La plupart des personnes ne savaient pas nager, et donc il fallait accoutumer les populations à l'océan avant même qu'on puisse les accoutumer au surf. Et c'est ce qui se passe par l'intermédiaire d'une personne. Alors il y a bien d'autres acteurs en jeu, mais on retient souvent George Freese, qui est ici en photo, et également ici. Et George Freese est un Hawaïen, moitié irlandais, qui va se rendre, notamment dans ces villes, Venice Beach, Redondo Beach et Huntington, en 1907, dans l'objectif de promouvoir le surf à Hawaï. Il est armé de plusieurs lettres de la part de l'Office du tourisme d'Hawaïen, y compris d'une lettre de Jack London, pour ramener du touriste à Hawaï. Sauf qu'il se rend compte que sur place, personne surfe en Californie, et qu'en plus, il est en fait le seul dans l'État américain à surfer. Et donc par conséquent, il considère qu'il ne va pas retourner à Hawaï où finalement tout le monde surfe, mais qu'il va rester dans un lieu où il va alors pouvoir développer la pratique sportive. Et c'est ce qu'il le fait par l'intermédiaire de démonstrations publiques. Il va en avoir un très grand nombre. Et en même temps, à la fin de ces démonstrations, voici pourquoi je vous ai mis ces jeunes enfants, et vous aurez peut-être reconnu le R de leur t-shirt qui est de Redondo Beach. Eh bien, il va initier 2 jeunes Californiens, non tellement au surf, mais surtout à ce que les Californiens sont encore très mauvais, le sauvetage en mer. Car en fait, la plupart des sauveteurs en mer de cette époque sont volontaires, et en plus décèdent de noyade lors des entraînements. Et donc ça, c'est assez bien relaté dans la presse, notamment une presse qui existe comme le Los Angeles Times, qui en 1907-1908 passe son temps à relater des décès par noyade. Et donc il va montrer que non seulement la planche de surf, c'est un outil que l'on peut engager dans un loisir sportif, mais aussi un outil qui vous permet d'accéder plus rapidement au large et d'atteindre une victime qui est en train de s'éloigner, que vous pouvez ensuite rapporter vers le rivage. Un autre homme, une personne incontournable, et donc qui fait la première de couverture de mon ouvrage, c'est bien évidemment Duke Kahanamoku, qui est considéré comme le père fondateur du surf moderne. Alors il a fait connaître le surf d'abord par la natation, puisque c'était un champion olympique, à plusieurs reprises médaille d'or, en 1912 à Stockholm, 1920 à Anvers, il n'y a pas eu de jeu en 1916 suite à la Première Guerre mondiale, et aussi 1924 à Paris. Alors Duke par exemple se fait remarquer pour ses exploits, puisque lorsqu'il bat le record du monde du 100 mètres nage libre en 1912 à Stockholm, il le bat de 4 secondes, qui est littéralement très rarement vu dans l'histoire de n'importe quelle compétition sportive sur la distance de 100 mètres. Alors Duke, lui, se rend plus tard en Californie, il va s'y rendre dans les années 1915-1920, il va d'ailleurs se tenter une carrière de comédien, il va tourner dans quelques films, il va se faire remarquer parce que lui aussi va sauver notamment 8 personnes de la noyade le même jour grâce à sa planche de surf. Et ce sont des individus qui, par leur médiatisation, va alors attirer bien évidemment des investisseurs. Et les 2 investisseurs en question ici, c'est Abbott Kidney qui va lui développer Venice Beach, et Henry Huntington qui lui va développer Huntington Beach.
et qui vont alors, grâce à ces surfeurs hawaïens, accoutumer les Californiens, et bien tout simplement au loisir de plage. Et parmi cette accoutumance, il va falloir déjà, et c'est comme ça que va se faire le développement de ces beach cities, ou de ces villes de plage, ça va être la construction d'établissements, notamment de maisons en kit. Et c'est intéressant puisque les entreprises qui vont fabriquer ces maisons en kit, en bois, vont être également les mêmes entreprises qui vont pour la première fois fabriquer des planches de surf à la chaîne. Aussi, ces investisseurs privés vont développer le chemin de fer et les transports pour relier Los Angeles, son cœur économique, vers ces banlieues où il faut environ 40 minutes à 1 heure minute de transport. Construction d'hôtels, construction aussi d'aménagement littoral, et vous reconnaissez peut-être ici un pier, c'est-à-dire la jetée, qui est emblématique aussi de la culture surf californienne. Et enfin, chose très importante, des piscines d'eau salée sur les plages. Et donc vous avez des plages sur lesquelles on va construire des piscines, dans lesquelles on va mettre de l'eau salée. Pourquoi ? Parce que personne ne sait encore nager en mer. Et donc on va déjà accoutumer les personnes à être dans l'environnement marin par une piscine d'eau salée au bord de la mer qui vous permet en plus de regarder l'océan pendant que vous nagez. Et ça va être des individus comme George Fries qui vont se retrouver maîtres nageurs sauteurs de ces établissements. Alors, je termine un peu pour vous amener, finalement, ce développement arrive comme ça jusque dans les années 40, 50, et après la Seconde Guerre mondiale, voici une zoom, j'ai repris une carte de Google ici, qui vous donne une meilleure vision de cette banlieue sud de Los Angeles. Eh bien, on va estimer qu'après la Seconde Guerre mondiale, vous arrivez à l'âge d'or de la culture surf. Pourquoi ? Parce qu'il arrive une très grande médiatisation de cette discipline. Cette médiatisation est faite par les studios hollywoodiens. Par exemple, un des premiers, ça va être Columbia Pictures, qui va réaliser un film qui s'appelle Gidget. Alors Gidget, c'est la contraction de deux mots, qui va être girl et midget, c'est-à-dire une fille naine. Une girl midget devient Gidget. Et cette fille, alors c'est pas elle, Gidget est encore vivante, je la connais, c'est une bonne amie à moi. En fait, elle se rend à Malibu ici, puisqu'elle réside à Malibu elle-même, en 1956, lorsqu'elle a alors 16 ans. Et va côtoyer les meilleurs surfeurs du moment. Et à ce moment-là, vous voyez une adolescence de 16 ans qui se retrouve à surfer l'été avec les meilleurs surfeurs du moment, elle rédige son journal de bord, explique ses amours, ses impressions, et ce journal de bord va être alors lu par son père, qui va le romancer dans l'ouvrage Gidget, qui sortira en 1957. 2 ans plus tard, Sony Pictures reprend le texte et le sort en film. Alors il va y avoir toute une série de ce qu'on appelle de beach movies, c'est-à-dire ces films à succès qui vont utiliser l'imagerie du surf pour promouvoir d'une manière générale la plage, mais aussi le tourisme et les loisirs sportifs littoraux. Et donc vous avez un des plus connus, je ne pouvais pas passer à côté, d'Elvis Presley, ici présent, qui est l'acteur principal de Blue Hawaii. Et donc Presley joue ici un militaire qui, après la guerre, se retrouve en retraite à Hawaï, comme c'était le cas à l'époque, et va donc promouvoir cette idée du surf comme étant, et vous l'aurez compris, non plus un sport indigène, non plus un sport hawaïen, mais bien une réappropriation culturelle d'un sport désormais typiquement américain et plus particulièrement californien. Alors vous avez autre que les films, vous avez aussi la musique. Je devais aussi vous présenter les Beach Boys qui ne sont pas surfeurs mais qui utilisent pourtant l'imagerie du surf, vous voyez une de leurs couvertures, pour vendre leurs produits. Alors un des gros soucis de cela, c'est que la plupart des surfeurs se sont retrouvés un peu volés de leur identité, puisque finalement vous voyez des images de surf qui ne correspondent pas réellement à la réalité. Par exemple, on ne met pas en avant les voyages, puisque ces surfeurs sont essentiellement des banlieusards qui vont se retrouver à être touristes quelques semaines à Hawaï, dans le meilleur des cas. Et donc vous allez avoir la culture surf, c'est-à-dire des surfeurs eux-mêmes avec leur production qui vont aussi tenter de promouvoir ce sport, mais d'une autre manière. Et donc The Endless Summer, ici en gros, qui a été produit par Bruce Brown, devient en 1968 le 5e film le plus célèbre de l'année, élu par Newsweek. Et ce film va alors devenir comme la pierre angulaire de la culture surf. Pourquoi ? Parce que ces deux surfeurs californiens au fond, celui-ci n'est qu'une icône, eh bien, vont parcourir le monde à ce qu'on appelle la recherche de la vague parfaite. Et cette vague parfaite, ils vont par exemple la trouver en Afrique du Sud, dans ce qu'on appelle le Cap St. Francis. Et ils vont parcourir le monde dans cet été sans fin, puisque dans leur tour du monde qui va durer environ 11 ans, vont tout le temps rester dans la saison d'été,
Donc par exemple se retrouver dans l'hémisphère sud en hiver et l'hémisphère nord en été. Et donc vont se rendre en Afrique du Sud, vont se rendre aussi à Tahiti, à Hawaï et en Indonésie. Et donc dans The Endless Summer, eh bien, vous avez cette idée que finalement, bien que les surfeurs veulent créer leur propre identité, sont rattrapés par une chose qui les dépasse, c'est que eux aussi vont montrer qu'ils sont le pur produit de cet âge d'or californien, c'est-à-dire une société de loisirs qui peut se permettre de voyager toute l'année et d'engager un loisir sportif. Alors cela est manifeste lorsqu'on regarde la population des surfeurs, puisqu'il est estimé qu'en 1945, en Californie du Sud, vous avez environ 500 à 1000 personnes, et vous voyez qu'en l'espace de 15 ans, en 65, ici, on arrive à littéralement ce qu'on appelle un boom, une explosion démographique de la population des surfeurs. Vous avez aussi donc, ces tours du monde initiatiques, et là je vous mets le logo d'un club de surf qui est situé un peu plus au sud. Alors il vous faut conduire pendant 1h30 au sud de la Californie, vous arrivez à San Diego. Et ce club de surf que j'ai étudié, puisque j'ai été 1 an à San Diego à travailler avec eux, le Wind and Seal Surf Club, s'est fait connaître parce qu'eux aussi ont reproduit ce surf trip initiatique et ont eu ici le soutien, vous reconnaîtrez peut-être la signature de Ronald Reagan, qui n'était pas à cette époque président des États-Unis, mais gouverneur de Californie, et une lettre de soutien rédigée par Ronald Reagan pour encourager ces surfeurs à devenir des ambassadeurs, non officiels bien évidemment, mais des ambassadeurs des États-Unis et à faire un tour du monde initiatique. Alors vous voyez ici, il y a Tahiti rédigé. J'ai d'ailleurs les lettres de retour de Tahiti qui sont envoyées au club. Vous avez la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Fidji. Cette lettre de soutien de Ronald Reagan est appuyée aussi par ce qu'on appelle une résolution sénatoriale, c'est-à-dire que le Sénat californien va alors prendre la décision d'encourager le Wind and Seal Surf Club. Vous voyez ici dans cette résolution sénatoriale le titre du club. Eh bien, les encourager dans ce tour du monde qui, pareil, va considérer alors qu'il faut rencontrer ces nouvelles populations sous l'étendard du drapeau américain. Alors j'en arrive à ma dernière partie, finalement, ça va être la plus contemporaine, où le surf, certes, vous avez peut-être cette image un peu erronée du surfeur qui va passer son temps sur les plages, qui est au chômage, qui peut abuser de la consommation de stupéfiants et d'alcool. Eh bien, cette image qui, certes, existe dans les années 70 et donne un peu ce côté sulfureux sur lequel les médias vont beaucoup jouer, va en fait être en tension avec celle d'un surf professionnel qui se veut un sport athlétique et légitime, autant légitime qu'un autre sport comme pourrait être le baseball, le football américain, ou l'équivalent du soccer, le football européen. Et donc vous avez la création de grands organes internationaux qui vont tenter de fédérer ce sport et de créer des plus grandes compétitions internationales amateurs et professionnelles. D'abord amateur, c'est la Fédération internationale de surf, aujourd'hui dit International Surfing Association, et c'est cette fédération qui a œuvré pendant ces 20 dernières années à faire en sorte que le surf soit intégré aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous avez presque 12 ans plus tard, en 1976, la création de l'International Professional Surfing, qui est la première organisation à l'origine à but non lucratif de surfeurs professionnels, où là le concept même d'être rémunéré pour pratiquer du surf commence à exister, notamment par l'augmentation des dotations monétaires lors des grandes compétitions. En 1984, l'IPS disparaît au profit de l'Association of Surfing Professional, et aujourd'hui, alors c'est plus ASP, normalement c'est WSL, c'est-à-dire la World Surf League en 2015, où vous retiendrez le mot de ligue qui va reprendre le fonctionnement économique et très néolibéral des ligues à l'américaine, comme pourrait être par exemple la NBA ou par exemple aussi la NHL pour le hockey. Alors dernier élément, c'est là aussi dès les années 60-70 qu'on va voir une diffusion du surf à la télé. Alors par exemple, à la télé, pour la diffusion, je parle de chaînes françaises, vous pouvez avoir TF1, M6, Canal+, qui se sont beaucoup battus pour la rediffusion des matchs comme le football. Aux États-Unis, ce sont des chaînes comme ABC, Wide World of Sports ou ESPN qui vont se battre pour obtenir ces droits de diffusion d'images. Et enfin, je voulais terminer cette présentation par vous montrer ces deux villes. Déjà ici, vous avez une image en haut à droite d'Huntington Beach,
Vous voyez que Huntington Beach, alors vous vous situez sur la jetée, à droite est l'océan, et là c'est toute cette plage comme vous voyez, et très très grande. Vous avez énormément d'espace, là c'est la tente d'organisation d'un événement sportif de surf, et vous voyez que ce mode de vie à la californienne, sans faire attention, même un surfeur dessus, eh bien, va valoriser de très grands espaces, un temps assez dilaté, et surtout une construction urbaine très peu importante. Les immeubles ne font que 2 étages. À l'inverse, en bas à gauche, je vous présente Waikiki. Alors Waikiki, lorsque vous vous tenez sur une de ces jetées, vous pouvez à peu près voir que la plage est très courte et donne directement lieu alors à des gratte-ciels comme pouvez-vous retrouver par exemple en pleine métropole, que ce soit occidentale ou même asiatique. Vous avez de très grands gratte-ciels au pied de l'océan, à partir desquels parfois vous n'avez, et notamment ici devant l'hôtel et les Kulani, vous ne pouvez plus marcher entre l'hôtel et cet océan, il n'y a plus d'espace pour circuler, vous tombez directement en mer. Et donc ce qui m'a intéressé ici dans ce dernier élément de diffusion mondiale, c'était de voir comment des villes, à leur tour, se sont appropriées une pratique qui, on l'a vu à l'origine, était hawaïenne, et l'utilisent comme un support promotionnel pour dynamiser l'activité touristique et en tirer des revenus assez conséquents. Et là, je vous ai croisé 2 éléments, qui est le temps. Alors ici, c'est le développement touristique de Waikiki, en nombre de visiteurs. Alors, vous voyez que ça s'arrête à 2010. Les dernières données, on arrive à 9 millions de visiteurs par an. Et ici, vous voyez que Waikiki suit une courbe de développement tout à fait classique d'introduction, de croissance, arrivé à une maturité. Et là, on repart à nouveau. En modèle de comparaison, Huntington Beach, vous voyez ici que le développement touristique a connu un véritable boom lié directement à ce qu'on a vu, la diffusion médiatique du surf par les studios hollywoodiens, avec ce boom qui explose. On arrive aux années 1970, vous remarquerez notamment les crises pétrolières, une économie globale un peu difficile, et aussi cette mauvaise image du surf que vous connaissez, donc ce clochard de plage par exemple, et un fort travail de la part des équipes municipales et d'autres entreprises comme Vans qui ont notamment leur siège social à Huntington Beach et à Anaheim, eh bien, vont tenter de redorer l'image de surf. Et là, aujourd'hui, désormais, Huntington Beach se retrouve environ à 8,5 millions de visiteurs par an. Et donc, dernier élément, je ne vais pas vous demander de lire ça, simplement vous dire que j'ambitionnais dans ma thèse, alors c'est moins dans le travail de recherche de l'ouvrage, de créer un modèle de développement mondial où vous aurez alors des cités touristiques qui seraient dites des cités périphériques que vous pouvez connaître, donc Fidji, Indonésie, qui en sont encore un développement embryonnaire du surf et qui vont attirer touristes la plupart du temps occidentaux dans ces destinations exotiques. Et après, on voit au fur et à mesure de développement, eh bien, la reproduction d'un modèle économique à l'image de Waikiki et d'Huntington Beach qui va suivre une phase de développement, de massification, de stagnation et parfois de régénération. Donc voilà pour le côté urbain finalement du surf qui est aussi un support promotionnel pour les équipes municipales. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Jérémy, je vais juste remettre le micro pour les questions et puis on va s'installer ici. On a environ encore 10 minutes, un quart d'heure pour discuter. Voilà. Ah oui, tu as raison. Voilà, merci Jérémy. Donc je vous recommande, disons, de découvrir le travail de Jérémy Lamarié dans cette synthèse qui est tirée de ta thèse, Surf, une histoire de la glisse, de la première vague au Beach Boy. C'est vraiment un ouvrage passionnant. Alors, moi j'ai une première question, puis après on pourra faire circuler un petit peu la discussion. Ces pratiques des populations hawaïennes que tu as présentées et qui sont effectivement bien documentées, est-ce que c'est des pratiques qu'on retrouve dans d'autres îles du Pacifique, aux Marquises Ah oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, on retrouve ces pratiques dans le Pacifique, donc Tahiti notamment, où vous avez les mêmes journaux de bord qui montrent ces témoignages. Alors on retrouve ailleurs, par exemple en Afrique, on trouve aussi des pratiques rudimentaires de surf, au Japon et également en Inde. La seule différence, c'est que si on retient Hawaï comme étant le berceau du surf moderne, c'est parce que c'était les seuls à pouvoir surfer debout.
Et donc c'était les seuls à pouvoir se tenir debout sur une planche. Et deuxièmement, c'était les seuls aussi à avoir cette hiérarchisation sociale, donc où tu pouvais voir que, en fonction de son rang, on avait des planches différentes. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on retient Hawaï comme étant l'épicentre du surf mondial. Mais bien évidemment, il existe aussi du surf à Tahiti, aux Marquises, en Inde, en Afrique, en Asie. Alors, moi, une des choses qu'effectivement qui m'a intéressé, c'est effectivement ces planches très différentes. Et c'est aussi peut-être de s'interroger. On a vu qu'il y a une fonction peut-être de secours, une fonction de hiérarchie presque religieuse à l'intérieur de ces populations. Mais est-ce qu'il y a d'autres fonctions? Est-ce que la notion, on peut documenter la notion de plaisir, de loisir? Est-ce que ça servait aussi à se déplacer éventuellement? Oui. Comment comprendre la force de cette pratique parmi ces populations? C'est pour ça que c'était aussi naturel pour les Hawaïens qui ne se remettaient pas du tout en question sur le caractère exceptionnel de cette pratique, c'est qu'effectivement ça servait à beaucoup de choses. Donc comme tu l'as dit, se déplacer, la navigation en pirogue pour les longues distances, mais pour les courtes distances, est-ce que c'était vraiment nécessaire de déplacer une pirogue qui est lourde, la pousser sur le rivage et après aussi à l'entretenir? Surtout, les pirogues étaient des objets prestigieux, et donc dès qu'il fallait parcourir de certaines distances, et même parfois 4-5 km, eh bien on préférait utiliser une planche de surf. Alors surtout, y compris lorsqu'on pouvait simplement se rendre à pied parce qu'on utilisait les courants. Et ça, c'était un des points forts des Hawaïens, comme d'une manière générale des Polynésiens, c'est de comprendre que les courants marins sont en fait des voies d'accès rapide à un milieu quel qu'il soit. Et donc, il y a des placements, il y a des fonctions religieuses un peu plus poussées, où c'est une manière de communier avec la nature, il y avait des rites, par exemple dans la construction de planches, etc. Donc, il y a toute une palette comme ça d'activités de surf, pour que ce soit fonction économique, politique, sociale. Il y avait aussi des compétitions de surf où certains chefs déchus lors de la compétition ont été alors ensuite sacrifiés et donc ont perdu la vie suite à ça. Alors on va passer la parole à la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, André. Déjà un tout petit commentaire avant de poser ma question. C'est par rapport à votre présentation. Merci d'être venu. Je l'ai trouvé absolument excellent. En fait, c'est assez fou à quel point votre thèse, en parlant d'un sport, elle arrive à parler de sujets beaucoup plus globaux comme la création des identités nationales, l'occidentalisation, la mondialisation, qui sont des sujets qu'on a travaillé en cours à l'université très récemment et du coup qui, je pense, à nous quatre ici parlent beaucoup. Et puis en fait, ça permet de faire des liens dans la tête et je pense qu'il y a vraiment dans votre thèse des choses qui, pour les historiens qui travaillent sur ces sujets-là, pourraient donner des pistes absolument essentielles. Puis du coup, ça c'est pour le commentaire. Et puis pour la question, si vous pouviez dire quelques mots sur la figure, on pourrait dire, de martyr, non pas pour la foi religieuse, mais pour celle de la foi du sport, dans le sens où le surf il a une aura particulière, étant donné que pour l'amour de ce sport, beaucoup de gens vont mourir. Je pense notamment, je ne sais plus son nom, mais Jay... Ah oui, non, c'est Eddie Aiko. Ah, ok. Eddie Aiko qui est décédé en train de surfer, non? Ouais, sur la Mavericks. Ah non, c'est pas lui, alors c'en est noté. Son nom m'échappe, mais effectivement, en plus... Je crois que c'est Jay quelque chose. Oui, oui. Alors, deux choses peut-être à vous dire. La première, c'est... merci. Et si vous êtes étudiant et concerné par ça, vous savez, la clé, je pense, dans le travail, c'est de faire ce qu'on appelle une montée en généralité. Et donc, très concrètement, si vous regardez que les faits historiques, vous allez voir, par exemple, dans les années 60, des Californiens qui vont passer leur temps à voyager autour du monde. Et ça, c'est la manière la plus simple de le voir. Et c'est à vous, en tant que historien, avec votre bagage, de montrer que ça, en fait, c'est surtout avec des lettres de soutien comme Ronald Reagan, que c'est un support de l'impérialisme culturel américain, tout simplement. Et donc, et je l'encourage avec vos sujets, pareil, de tenter de monter en généralité et de voir que, à partir de cette archive ou de ce travail-là, il y a beaucoup plus à dire. Premier élément. Deuxième élément, oui, c'est cet abandon. Alors, je ne me souviens plus du nom de cette personne, mais qui est décédée en surfant Mavericks, et il y a plein d'autres exemples. Effectivement, il y a un abandon de soi, et à plusieurs niveaux. Il y a l'abandon de soi, par exemple, donc c'est le cas plus classique médiatisé, qui est ce clochard de plage. En fait, finalement, c'est cette personne qui a décidé
de ne pas suivre le mode de vie occidental, de ne pas finalement gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Pourquoi? Parce que finalement ce mode de vie lui convient davantage. Et par exemple, j'ai un ami qui a, je vais le voir là le mois prochain en Californie, il a 67 ans, il a comme ça. En fait, il est moniteur de surf, il ne peut pas s'arrêter de travailler, malgré qu'il est relativement âgé et qu'il pourrait prétendre, parce qu'il n'a jamais économisé toute sa vie, il a passé son temps à enseigner le surf avec un salaire un peu correct, mais qui, aux États-Unis, ne permet pas d'avoir une retraite. Et donc, il passe ses journées sur la plage, il n'a pas de petit ami, et par contre, il passe son temps à enseigner le surf à des personnes comme nous qui pourront se rendre là-bas. Et donc, il y a un abandon à la fois, je dirais, social. Parfois, moi, ça m'a coûté aussi de perdre certaines petites amies qui en avaient marre de me voir partir à l'autre bout du monde pour étudier mon sujet. Mais aussi, il y a une perte, un abandon, si j'ai envie de dire, dans la vague. Parce que, alors il y a d'autres sports peut-être qui vont vous faire ça, mais dans mon cas, pourquoi beaucoup de surfeurs, c'est la relation symbiotique qu'on peut avoir avec l'océan. Tout d'un coup, lorsqu'on est dans l'eau, on ne pense plus à d'autres soucis que celui de retrouver dans un mode de survie. Surtout quand les vagues sont grosses. On est obsédé par la gestion de sa peur, la gestion de son souffle, l'observation de l'océan qui, à chaque seconde, bouge. Que ce soit des courants, des vagues, les vents. Et donc vous avez, si vous voulez, tous vos sens mis en éveil, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, et vous vous abandonnez en fait dedans. Et c'est souvent, moi c'était le cas de ma thèse, à l'origine j'étais skater, j'étais pas surfeur, et à partir du moment où j'ai commencé à surfer, c'était fini. En fait c'est le surf qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi, je me suis fait prendre au jeu dès le départ, alors que mes 2 premières semaines de surf c'était des échecs cuisants au fur et à mesure, mais ça a suffi pour m'accrocher. Une autre question? Oui, j'ai plusieurs questions à vous poser. Quelles ont été les années de votre thèse? Oui. Combien de temps, pardon? Donc, dans quelles années? À vrai dire, j'ai triché. Je dois vous dire que j'ai triché parce que j'ai commencé ce travail en Master 2, donc en 2009 précisément. 2009, 2015. Voilà. En 2008, je commence à aller à la bibliothèque François Mitterrand, et ça se termine en 2016. Ok. Est-ce que les Américains n'ont pas acheté Hawaï aux Anglais pour ces raisons de droit de douane? Donc, oui, alors bonne question. C'est vrai que je n'avais pas clarifié ça dans la présentation. Donc, Hawaï, annexé par un coup qui va renverser la couronne hawaïenne, va annexer d'abord le coup à lui en 1893. Ce sont des républicains qui vont établir une république d'Hawaï. Mais par la force? Comment? Par la force? Par la force, exactement, par les armes, oui. Ouais. Et donc ces renversements militaires de la couronne, avec une petite période de guerre civile après, parce qu'on a tenté de rétablir la couronne, finalement, ces Américains qui n'avaient pas l'aval des États-Unis, et c'était la chose. À ce moment-là, les États-Unis avaient d'autres préoccupations, et notamment, par exemple, des préoccupations vis-à-vis des îles Guam ou de Cuba ou Porto Rico, où là, il y avait des réels enjeux. Ce n'était pas leur enjeu principal, mais ces résidents américains qui étaient un peu détachés du gouvernement fédéral ont décidé de faire ce coup. Pendant 5 ans, vous avez une république de transition, et avec l'élection d'un nouveau président aux États-Unis en 1898, on estime, sous couvert d'état de guerre, puisqu'à ce moment-là on est en guerre avec Porto Rico, d'annexer le territoire hawaïen qui devient une base stratégique militaire pour les États-Unis à déployer leur armée dans tout l'océan Pacifique. Et donc c'est en fait sous un état de guerre qu'on va justifier finalement l'annexion d'Hawaï en 1898, qui par ailleurs est toujours anticonstitutionnelle par rapport à la Constitution américaine, et ça n'a jamais été retiré. Et donc c'est en 1959 que ce territoire hawaïen devient le 50e État des États-Unis. Oui. Maintenant, avec on ressent un backlash par rapport à la mondialisation. Il y a 30 ans, on vivait en plein dans la culture surf, une approche très superficielle, très ludique du monde. Oui. Sans vraiment aller en profondeur. Internet a commencé comme ça, on pouvait s'approprier le monde en surface, en surfant. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture-là? Est-ce que c'est un moment de l'histoire? Est-ce qu'on va retomber dans les identités sans un réenracinement? C'est une question difficile parce que je suis partagé sur la question, mais en essayant d'être court, je peux vous dire que
c'est davantage un discours provenant des médias, et y compris les médias de surf qui eux-mêmes... En fait, le surf a été tiraillé entre deux choses, qui a été peut-être un sport purement, alors on peut dire hybride, contre-culturel, exceptionnel, parce que se voulant en marge des traditions et des cultures sportives classiques, comme peut-être par exemple le football, la boxe ou d'autres sports. Donc, on voulait toujours avoir cette distinction. Mais en même temps, ces surfeurs-là se sont rendus compte que s'ils voulaient continuer à surfer, il vaudra mieux qu'ils soient payés pour leur passion. Et tout le monde ne pouvait pas être surfeur professionnel. Et donc il a fallu, y compris de la part des surfeurs eux-mêmes, leur trouver un moyen de baigner dans cet environnement et d'être payés pour ça. Et vous avez alors l'explosion, justement, dans les années 70-80, de magazines de surf, d'entreprises qui existaient avant, un petit peu comme Quicksilver qui nous vient d'Australie. Et là, il y a les 90, il y a eu Volcom, par exemple, Billabong. Pour la France, c'était Oxbow, où en fait, ce sont simplement des surfeurs qui sont devenus des entrepreneurs et qui voulaient continuer à pratiquer. Et pour ça, ils ont utilisé de tous les stéréotypes et les images médiatiques pour arriver au maximum à vendre leurs produits et en tirer un certain profit. Et l'évolution vers je le suis désolé, kitesurf. on va, parce qu'on doit terminer dans 2 minutes. Je vais juste voir s'il y a une autre dernière question. Oui, le Puisque vous en avez eu 3, donc si vous voulez bien, on devra même on déjà peut avoir échanger terminé. après encore. Et puis je vous propose de discuter après. Il y aura notamment la signature d'ouvrage. Je prends une dernière question, madame, et puis après on doit conclure, malheureusement. Oui, merci. Je voulais demander, vous avez parlé de ce qu'on peut risquer la mort, on risque la mort, parfois il y a la peur, il y a beaucoup d'émotions, enfin c'est dans l'extrême, mais ensuite vous avez dit des héros, et monsieur aussi dans le public a parlé des héros, c'est des morts qui donnent, qui ensuite n'ont plus le statut d'accidenté, mais le statut de héros. Alors là, j'étais peut-être pas là au début, vous avez peut-être parlé de ça, mais... Oui. Martyrs. Des mythes, Ouais, on va dire, voilà, des martyrs mythes et héros. qui sont souvent Oui, des c'est martyrs. ça. C'est quoi Alors ça effectivement, ces personnes sont héroïsées, on pourrait dire, parce qu'ils incarnent tout, finalement, l'objectif du surfeur qui est l'engagement total. Et donc, plutôt que de se dire que c'est des personnes qui ont fait des erreurs, etc., en fait, ils ne sont que la confirmation de l'engagement de tous ces surfeurs lambda qu'on ne connaît pas, qui sont pas et qui reçoivent en fait la même peur. Dites-vous que lorsque vous êtes débutant, la peur que vous pouvez avoir sur une vague d'1 mètre de haut, c'est en fait la peur que ces individus ont, mais qu'à partir de 15 à 20 mètres de haut. Et donc, ils sont souvent héroïsés parce qu'ils montrent que l'engagement qu'on peut avoir dans cette pratique, et surtout, on retrouve des valeurs qui sont chères finalement aux sociétés occidentales, qui est le courage, le dépassement de soi, le défier sa peur, et ça par-delà tout le reste, qui sont largement valorisés. Aussi la 16, puisque pour arriver à surfer ces vagues-là, il y a tout un entraînement, etc. Et donc tout ce qui finalement fait référence un peu à la valeur travail qu'on voulait au début perdre, dépassement de soi, A16, entraînement, repousser ses limites, défier la nature, eh bien on va les voir incarner dans ces personnes qui sont prêts à engager jusque leur vie. Et donc vous pouvez avoir des processus même de mémorisation, ou processus plutôt mémoriel. Donc là c'est la statue de Duke Kahanamoku à Waikiki, où a été mise en mémoire, lui pas parce qu'il est décédé en surfant, mais parce qu'il était reconnu comme étant celui qui a le plus diffusé la pratique. Mais vous allez avoir alors la création de lieux de mémoire, notamment devant ces spots comme Mavericks, vous avez des petits, hôtels qui sont faits à la mémoire de tels surfeurs décédés à ce moment-là, qui rappellent à tout le monde leur engagement total, le choix qu'ils ont fait dans leur vie, et que au final, à travers le surf, la vie vaut bien la peine d'être vécue. Voilà. On est obligé malheureusement de conclure, mais de nouveau, Jérémy sera à la librairie, si vous voulez continuer de discuter avec lui, je crois qu'il sera très disponible. Voilà, rappelez que son ouvrage est vraiment passionnant. C'est vrai que c'est une entrée, comme vous l'avez évoqué, pour appréhender la mondialisation notamment, mais c'est aussi une entrée pour comprendre finalement comment l'Empire américain a su se saisir, comme souvent, de pratiques locales pour les transformer, pour se les approprier et pour en créer un enjeu
effectivement de domination culturelle et sportive. Et ce qui est très appréciable dans votre ouvrage, c'est effectivement ce souci d'intégrer ces différents regards, d'intégrer les sources aussi hawaïennes, ce qui est, je pense, très original, en tout cas, je pense, très nouveau dans un ouvrage d'un sociologue français, mais aussi cette capacité de surfer entre différentes spécialités. Comme on parlait, aux États-Unis, on te qualifierait d'anthropologue. À Paris, tu es considéré comme sociologue. Nous, on t'invite comme historien. Peut-être dans tes entretiens, tu étais considéré d'abord comme en surfeur. Et peut-être en mots, pour terminer, tu t'occupes dans médias dédiés au surf. On peut dire 2 mots, si vous voulez peut-être aussi en savoir plus. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine de le consulter. Oui, merci. Vous verrez en 4e de couverture, je suis rédacteur en chef d'un magazine de surf qui est peu connu, puisque finalement, il existe une communauté, on est à peu près 1600 de férus du surf, à tel point qu'on se plonge dans ces archives hawaïennes, on va retrouver les écrits de nos missionnaires ou de nos marchands. Et c'est un magazine qui est envoyé uniquement par email et ça s'appelle le Surf Blurb. Et il n'existait pas de site internet jusqu'au moment où j'ai repris le magazine il y a 3 ans. Donc vous tapez Surf Blurb sur Google et vous allez me trouver. Voilà. C'est un magazine qui est en anglais. C'est un magazine qui est en anglais, qui sort de manière hebdomadaire tous les mardis et qui est gratuit. Blurb, B-L-U-R-B. Alors j'ai pas choisi le mot. Alors comme ça a été le fondateur qui a créé ce blurb, alors si vous devez savoir, un blurb en anglais, ça correspond, comme vous pouvez le voir, à une bulle de bande dessinée. Par exemple, les bulles des BD que vous pouvez voir, c'est un blurb, ou 4e de couverture d'un ouvrage est un blurb, ou un crédit photographique aussi un blurb. Et l'idée, c'est de chaque semaine, vous donner des informations courtes, mais précises, accès direct aux sources pour des informations que vous recherchez en lien avec l'océan. D'une manière générale, et le surf de manière plus particulière. Voilà. Merci beaucoup Jérémy, merci de votre attention.